Alors, salut tout le monde, je me lance pour une deuxième capsule. Cette fois-ci, c'est sur le troisième type de force intermoléculaire. C'est sur ce qu'on appelle les forces de dispersion de London. Donc, les forces de dispersion de London, c'est un phénomène qui est présent dans toutes les molécules, qu'elles soient polaires ou non, mais ces effets sont majoritairement visibles dans les molécules non polaires. Fait que vous allez voir que souvent on fait l'association entre molécules non polaires et forces de dispersion de London, ce qui n'est pas faux, mais c'est pas exclusif non plus. Donc, comme vous pouvez voir aussi, c'est encore en rapport avec la polarité des molécules que ces types de forces-là sont définis. Donc, c'est quoi la force de London? Ben, naturellement, c'est écrit ici. Vous voyez, c'est écrit attraction entre dipôle instantané et dipôle induit. Qu'est-ce que c'est un dipôle instantané? Et en fait, c'est un phénomène qui arrive pour tous les atomes et toutes les molécules, naturellement aussi en considérant que les électrons sont présents dans des orbitales et que ces orbitales-là sont des régions, comme des espèces de ballons, dans lesquels les électrons ont le droit de bouger. Donc, ils ne sont pas figés à un endroit précis, mais c'est plutôt à l'intérieur d'une région précise. Et puis, qu'est-ce qui arrive dans les orbitales? Si on prend un atome, comme vous pouvez voir ici, donc cet atome-là, théoriquement, là, puisque c'est écrit 18 plus, ça serait théoriquement un atome d'argon. L'atome d'argon, qui est censé avoir 18 électrons, bien, si on prend un instantané, si on prend une photo de cet atome-là, il y a une bonne possibilité que les électrons soit autour du noyau ne soient pas dispersés de façon uniforme ou parfaitement symétrique. Donc, les électrons, en ayant le droit de bouger, peuvent aller d'un côté ou de l'autre de l'atome. Puis, à un moment donné, si on prend un instantané, hein, c'est ça le but, là, c'est du dipôle instantané, c'est quand on prend une photo, bien, il y a une forte possibilité qu'il y ait plus d'électrons d'un côté de l'atome que de l'autre. Donc, comme je vous rappelle, là, ça, c'est dû au fait que les électrons ont le droit de bouger à l'intérieur des orbitales. Et ici, ben, c'est une représentation un peu simplifiée, là, mais c'est comme ça qu'on peut imaginer que les électrons peuvent se comporter, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller d'un côté ou de l'autre, puis probablement osciller d'un côté à l'autre là, dans le temps. Euh, une image qu'on utilise souvent pour essayer de faire visualiser le phénomène aussi, c'est imaginer que en été, vous avez des mouches ou des maringouins qui sont autour d'une lampe ou d'une source lumineuse. Là. Bien, si on prend une photo de ces maringouins-là, on devrait normalement voir qu'il y a plus de maringouins d'un côté parce que la probabilité d'avoir des maringouins qui sont 100% symétriques autour de la lampe, ben, elle est à peu près nulle. Donc, c'est un peu l'idée, là, les électrons vont se promener et vont être placés, dans ce cas-ci, un peu plus vers la gauche que vers la droite par rapport au noyau. À cause de ceci, et je rappelle que c'est un instantané, c'est une photo, bien, à ce moment précis, il va avoir une flèche ou un vecteur de polarisation qui va apparaître momentanément avec le sens suivant, c'est-à-dire du plus vers le moins comme ceci, le moins étant à la gauche parce qu'on va avoir plus d'électrons du côté gauche que du côté droit. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle un dipôle instantané. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? C'est que momentanément, cet atome-là peut aussi avoir des voisins. Et le fait que ces électrons sont déplacés du côté gauche, ça va influencer ses voisins. Entre autres, s'il a un voisin du côté gauche, ça va repousser les électrons un petit peu plus loin et former à peu près ben là, ici c'est la même figure, là, mais ça va former le même effet. Donc les électrons vont s'en aller plus vers la gauche à cause de la répulsion causée par ceux-ci. De l'autre côté, ben, c'est le contraire qui va arriver. Il va y avoir une attirance de ces électrons-là vers le côté plus qui est ici. Et ce que ça va faire, c'est que ça va induire une espèce de vague électronique qui va créer un dipôle induit maintenant là, dans chacun des voisins de ces atomes-là. Donc, ce que ça fait, c'est que la vague électronique va être propagée, elle est contagieuse, d'un atome à l'autre, et elle va osciller d'un côté à l'autre, mais pour tous les atomes en même temps. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va faire des centaines et même des centaines de milliers de vecteurs polarisation comme ça qui vont s'additionner dans l'espace et ça va créer une très grande force
finalement, là, au bout de ceci, qui s'appelle la force de dispersion de London. Et c'est puisque tous les atomes, qu'ils soient dans des atomes seuls, qu'ils soient des atomes dans des molécules, et que les molécules soient polaires ou non, ce phénomène-là va toujours arriver. Et c'est pour ça qu'on dit que les forces de London sont prédominantes entre les molécules, parce que peu importe le type de molécule, ce phénomène-là va arriver. Dans les molécules non polaires, puisque c'est la seule façon pour une molécule non polaire d'avoir un dipôle comme ceci, bien, ça va être aussi une des seules forces qui est observée dans les molécules non polaires. Donc, comme je vous dis, là, on fait souvent l'association avec le non polaire, mais c'est présent dans toutes les molécules, sauf que pour une molécule non polaire, c'est la seule possibilité d'interaction qui va arriver. Donc, c'est ce qui va arriver justement là, dans ces molécules-là. Comme vous pouvez voir ici, le vecteur qui est là est causé par le nombre d'électrons qui est déplacé vers la gauche. Bien, la force ou l'intensité des forces de London, bien, c'est défini par ce qu'on appelle le degré de polarisabilité des atomes. C'est quoi cette affaire-là? C'est la facilité avec laquelle on peut déformer un nuage électronique pour former un vecteur. Et naturellement, plus qu'il va avoir d'électrons, donc ça dépend du nombre d'électrons, plus qu'il y a d'électrons, plus que le nuage peut être déformé en tant que tel. Donc, vous avez ici un premier exemple dans lequel j'ai pris les gaz rares de l'hélium jusqu'au radon. Et ce sont des gaz qui possèdent des électrons, forcément. Et on voit que le nombre d'électrons, il passe de 2 à 86. Là, il est nettement plus élevé du côté radon que du côté hélium. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les forces de dispersion de London vont être très faibles du côté hélium, puisqu'il y a très peu d'électrons pour faire des vecteurs, alors que du côté radon, il va avoir beaucoup d'électrons pour faire des vecteurs. Donc, les forces de dispersion de London vont être beaucoup plus grandes dans le radon que dans l'hélium. Naturellement, ça s'en va en ordre croissant jusque vers la droite ici. Donc, les conclusions sont écrites en bas à cet endroit-là. Là. Et ce qu'on va voir, c'est que, entre autres, puisqu'il va être plus difficile de séparer deux atomes de radon qui sont collés ensemble que deux atomes d'hélium, hein, les forces de dispersion vont attirer les atomes les uns vers les autres. Bien, si on prend un échantillon de radon qui contient des centaines de milliers d'atomes de radon, bien ceux-ci vont se retenir ensemble plus facilement qu'un échantillon d'hélium, où est-ce qu'il y a des centaines de millions d'atomes d'hélium qui ne seront pas capables de se retenir en tant que tels. La conséquence de ceci, c'est entre autres au niveau du point d'ébullition. À quelle température le gaz va devenir gazeux, là, va passer de liquide à gazeux. Bien, en fait, l'hélium, son point d'ébullition est à moins 269 degrés Celsius. Donc, on parle ici de 4 degrés Kelvin, ce qui est très, très froid. Donc, ça montre la faiblesse des intensités parce que ça prend très, très peu de chaleur pour convaincre deux atomes d'hélium de se séparer ou en fait pour vaincre la force de London qui tient ces deux atomes-là ensemble. Pour ce qui est du radon, ben, c'est que ça prend quasiment 200 degrés de plus. Hein, donc à ce moment-là, à moins 262, ça prend beaucoup plus d'énergie pour séparer les forces dans le radon que pour séparer les forces dans l'hélium. Donc voici une conséquence directe de l'intensité des forces de London. Le raisonnement se fait de la même façon avec des molécules, entre autres, qui sont formées des halogènes. Si on parle de F2, Cl2, Br2 et I2, bien, si on regarde dans l'ordre, qu'est-ce que ça donne? Le fluor est un gaz. Donc, vous pouvez voir ici, là, c'est un gaz jaunâtre, là, on dirait bien. Ce qu'on disait dans l'article que j'ai pris pour regarder ça, c'est qu'on n'est même pas certain que c'est du fluor gazeux, puisqu'il est tellement réactif, il a réagi avec le verre, et c'est peut-être le produit de réaction avec le verre qui donne du jaunâtre comme ça. Là. Mais bon, le fluor est un gaz parce qu'il y a moins d'électrons que dans le chlore, dans le brome et l'iode. Donc, dans le chlore, il y a un petit peu plus d'électrons, mais il semblerait que pour ce qui est de la température de la pièce, c'est pas assez d'électrons pour faire des forces suffisantes pour avoir autre chose qu'un gaz non plus. Donc, on a deux substances gazeuses. Et vous allez avoir ici le brome, qui est le premier élément des halogènes qui n'est pas gazeux. C'est un liquide, le brome, mais qui s'évapore très, très rapidement. Mais dans le brome, il y a assez d'électrons pour que les molécules de brome expriment des forces de London assez fortes
pour être capable de se retenir les unes avec les autres et de former une phase qu'on appelle un état condensé, donc qui est le liquide qui est ici. Mais comme vous pouvez voir, il va s'évaporer très très rapidement. Et pour ce qui est de l'iode, bien vous allez avoir ici de l'iode qui est solide. Donc c'est un solide covalent, mais qui a tendance à se sublimer très rapidement. Là. Comme vous pouvez voir, là, il y a de la vapeur d'iode ici à côté. Mais l'iode, puisque l'atome a plus d'électrons, va avoir tendance à se former un solide en tant que tel. Donc voici un effet des forces de London sur entre autres le point d'ébullition et point de fusion des, euh, des substances ou de quelques exemples de substances comme ceci. Donc ça, c'est le premier effet des forces de London. Je vais continuer dans une autre capsule pour vous expliquer entre autres d'autres particularités avec ces forces-là.